Les mines terrestres de Rains, à Yorktown, en 1862. Un piège sous les pieds de l'armée qui avance. L'une des inventions les plus controversées de la guerre de sécession est née d'obus d'artillerie ordinaires, enterrés dans le sol. Au début de l'année 1862, le général de brigade confédéré Gabriel Rains commande la défense de la ville de Yorktown, en Virginie. Pendant les guerres séminoles en Floride, il avait déjà expérimenté des pièges explosifs contre les Amérindiens, et il trouve maintenant l'occasion d'appliquer cette expérience contre une armée régulière. Mais tout change le 4 mai, quand les Confédérés abandonnent secrètement Yorktown. Avant la retraite, Gabriel Rains équipe lui-même des obus d'artillerie de détonateurs à pression et les enterre sur les routes, près des puits, à l'ombre des arbres, au pied des poteaux télégraphiques et directement dans les rues de la ville. La première victime est le soldat Michael McDermott du 40e régiment d'infanterie de New York. À peine monté sur le parapet d'un ouvrage abandonné, l'explosion projette son corps dans le fossé. Quelques heures plus tard, un jeune télégraphiste du nom de Lathrop s'approche d'un poteau télégraphique pour réparer un fil rompu, marche sur l'obus caché à sa base et meurt de ses blessures le lendemain. Le général nordiste George McClellan qualifie cette pratique de comportement le plus meurtrier et le plus barbare qui soit. Il ordonne aux prisonniers confédérés de déterrer les obus à main nue sous escorte, mais quand ces prisonniers refusent d'obéir, on fait passer à leur place du bétail de l'intendance sur les zones dangereuses, pour que les explosions frappent les animaux plutôt que les soldats. Vers 1865, les Confédérés ont fabriqué et posé environ 2000 mines de ce type autour de Richmond. Au total, la guerre n'a fait que quelques centaines de morts par ce moyen, mais la peur d'un danger invisible ralentissait des colonnes entières. Les historiens considèrent ces obus enterrés comme la première utilisation massive de l'histoire de mines déclenchées par la victime elle-même. Le même principe, un détonateur à pression sous le pied, reste à la base de la plupart des mines antipersonnelles aujourd'hui encore. La mine à cornes de Hertz et le naufrage du croiseur Amphion en 1914. Des cornes de plomb sur une sphère d'acier, oscillant sous l'eau au bout d'un câble d'ancrage. Pendant un siècle et demi, ce dispositif tout simple a coulé des navires grâce à une simple réaction chimique. En 1868, des ingénieurs allemands équipent une mine marine de contact de cornes de plomb, chacune contenant une ampoule de verre remplie d'acide. La mine reste à l'ancre et peut attendre des décennies, jusqu'à ce qu'un navire heurte une corne. L'ampoule se brise alors, l'acide referme le circuit et une charge de 16 à 24 kg explose. Le 6 août 1914, cette réaction chimique tue 132 hommes d'un seul coup. Le croiseur britannique Amphion, qui rentre au port après avoir coulé le mouilleur de mines allemand Königin-Luise, traverse le champ que ce même navire venait de poser et heurte une mine juste sous sa propre passerelle. L'avant s'embrase, la coque se brise. Les canots parviennent à récupérer les survivants, mais le croiseur, emporté par son élan, retraverse la même rangée de mines et explose définitivement. Il coule en moins de 15 minutes, devenant le premier navire de la flotte britannique perdu pendant la Première Guerre mondiale, au deuxième jour du conflit. Ce type de mine a aussi été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, et il est resté en service dans les flottes du monde entier jusqu'au milieu du XXe siècle. La simple ampoule d'acide ne nécessitait aucune source d'énergie, et elle a coulé des navires pendant des décennies sans le moindre coup de feu. Les torpilles humaines. Mayal, lors du raid sur Alexandrie en 1941, 2 nageurs de combat italiens sont enfermés dans la cale du cuirassé qu'ils ont eux-mêmes miné quelques heures plus tôt, et ils gardent le silence jusqu'à ce que leur charge explose juste sous eux. À la fin de l'année 1941, la base britannique d'Alexandrie est considérée comme imprenable. Barrages flottants, filets anti-torpilles, patrouilles permanentes. Mais dans la nuit du 19 décembre, le sous-marin Cirey lance 3 torpilles pilotées avec des nageurs de combat à bord à l'entrée du port. Les nageurs pénètrent à l'intérieur au moment où les Britanniques ouvrent les portes pour leurs propres destroyers. L'équipage formé de Delapen et Bianchi fixe la charge sous le cuirassé Valiant. Mais en remontant à la surface, les 2 hommes sont repérés et faits prisonniers. Ils sont enfermés dans un compartiment de ce même navire, juste au-dessus de leur propre mine. 15 minutes avant l'explosion,
De la Penne demande à rencontrer le capitaine et le prévient d'une détonation imminente, mais refuse de préciser l'emplacement exact de la charge. À 5h47 du matin, la charge placée sous le pétrolier Sagona explose, endommageant le destroyer Jervis amarré à proximité. Quelques minutes plus tard, la mine sous le Valiant détonne à son tour. Puis, 4 minutes après, la charge sous la coque du cuirassé Queen Elizabeth. 8 membres d'équipage périssent. Aucun des 2 cuirassés ne coule, mais tous 2 sont immobilisés pendant des mois, l'un pendant 6 mois, l'autre pendant près de 9 mois. Le commandement britannique dissimule l'ampleur des dégâts pendant plus d'1 mois, en continuant les parades à bord pour que l'ennemi n'apprenne pas la vérité. 6 nageurs sur des torpilles pilotées ont privé la Grande-Bretagne de sa supériorité en Méditerranée orientale pendant plusieurs mois, alors même que la flotte de surface italienne ne sortait presque plus au combat à cette époque. La mine S, surnommée Bouncing Betty, Allemagne, 1935 à 1945. 3 tiges métalliques à peine visibles au-dessus du sol. Cette mine allemande ne tuait pas immédiatement. Elle attendait quelques secondes avant de bondir à hauteur de ceinture et d'exploser en projetant des éclats dans toutes les directions. Dès 1935, l'Allemagne produit en série cette mine antipersonnelle que les Alliés surnomment Bouncing Betty. Cet engin de 4 kg est enterré de façon à ne laisser dépasser du sol que son détonateur à 3 branches ou un fil-piège. À l'intérieur se trouvent environ 360 billes d'acier autour de la charge. Une pression déclenchait une charge propulsive. 3 à 4 secondes plus tard, la mine était éjectée à environ 90 cm de hauteur, puis explosait en projetant des éclats mortels dans un rayon de 20 mètres, avec un risque de blessure jusqu'à 100 mètres. Le mythe selon lequel la mine n'explosait pas tant que le soldat gardait le pied sur le détonateur s'est révélé faux. Elle explosait de toute façon. Les troupes françaises rencontrent cette mine pour la première fois en septembre 1939 pendant l'offensive de la Sarre, et elles se replient après leur première perte, la surnommant le soldat silencieux. Plus tard, le commandement allemand sème des mines tout le long du mur de l'Atlantique, puis avant le débarquement allié en Normandie, sur les plages et les dunes côtières de France. Le 12e régiment d'infanterie, qui débarque sur le secteur d'Utah, qualifie ses pertes sur la plage de légères, mais la plus grande partie d'entre elles est due précisément à ces mines. Le nombre exact de victimes reste impossible à établir, mais les officiers alliés la désignent d'une seule voix comme l'arme la plus redoutable sur Terre. En 10 ans, l'Allemagne a fabriqué plus d'1 930 000 mines de ce type. Après la guerre, sa conception a été copiée par des ingénieurs américains, français et soviétiques. La mine de verre Glassmine 43, une réponse au détecteur de mine Kosaki. Le détecteur de métaux, qui avait sauvé des milliers de démineurs, s'est révélé inutile face à un engin presque dépourvu de métal. L'Allemagne a répondu par une mine fabriquée en simple verre. À la fin de l'année 1941, l'officier de transmission polonais Józef Kosaki, en exil au sein du corps polonais en Écosse, conçoit le premier détecteur de mines portatif au monde et le transmet gratuitement à l'armée britannique en renonçant à tout brevet. En 1942, 500 de ces appareils doublent la vitesse de déminage avant la bataille d'El Alamein, la faisant passer de 100 à 200 mètres par heure. L'Allemagne réplique en 1944 avec une mine au corps presque entièrement en verre d'environ 15 cm de diamètre avec une charge de 200 grammes et un détonateur à pression réglée entre 8 et 10 kg. Le détecteur de Kosaki ne captait tout simplement pas un engin dépourvu de métal. L'Allemagne a produit plus de 11 millions de mines de ce type, dont près de 10 millions sont restés entreposés jusqu'à la capitulation. Les éclats de verre étaient en outre difficiles à repérer aux rayons X, ce qui compliquait pour les chirurgiens l'extraction des fragments dans le corps des blessés. Le principe des charges invisibles au détecteur a servi de base à toute une génération de mines d'après-guerre à corps en plastique ou en bois. Des mines de verre datant de 1943 sont encore retrouvées enterrées en Allemagne, y compris sur le site du centre d'entraînement de Vogelsang, dans le parc national de l'Eifel. Les bombes à détonateur piégé, 1940 à 1943. Un officier de l'armée britannique désamorce avec succès une première bombe non explosée,
puis passe à la suivante, en apparence identique. La seconde explose instantanément et le tue sur le coup. Sous le détonateur ordinaire se cachait un second détonateur, conçu justement pour celui qui tenterait de le retirer. À l'automne 1940, pendant les bombardements allemands sur la Grande-Bretagne, des milliers de bombes tombent sans exploser, équipées de détonateurs à retardement pouvant atteindre 72 heures. L'armée britannique constitue en urgence des unités de démineurs, sans encore connaître la surprise qui les attend. Un détonateur auxiliaire dissimulé sous le principal. Le 27 août 1940, le commandant d'escadrille Eric Moxey désamorce avec succès, sur l'aérodrome de Biggin Hill, une première bombe équipée d'un détonateur inconnu. En s'attaquant à la seconde, une explosion tue instantanément l'officier. Sous le détonateur à retardement principal se trouvait un détonateur auxiliaire anti-manipulation, qui se déclenchait au moindre déplacement supérieur à 15 mm. Quelques jours après la mort de Moxey, le lieutenant Archer du Génie extrait un exemplaire intact de l'engin dans le sud du pays de Galles, ce qui permet pour la première fois d'étudier sa conception et de mettre au point une procédure de désamorçage sûre. Mais les Allemands vont plus loin. Apparaît un détonateur encore plus dangereux, muni d'interrupteurs à mercure sensibles à l'inclinaison, qui se déclenche 30 secondes après la chute au moindre mouvement. Ce n'est qu'en 1943 que le démineur John Pilkington Hudson parvient pour la première fois à neutraliser un tel dispositif, en refroidissant le corps de la bombe à l'oxygène liquide pour décharger ses batteries. À la fin de la guerre, les démineurs britanniques avaient neutralisé environ 40 000 bombes, au prix d'environ 750 vies. Le même principe de détonateur secondaire dissimulé s'est ensuite retrouvé dans les mines ordinaires, et il reste aujourd'hui l'une des principales causes de mort chez les démineurs. La mine Claymore, une explosion dirigée retournée par l'ennemi. Une arme installée pour défendre une position était retournée à 180 degrés, juste sous le nez de ses propriétaires, et elle frappait alors ses propres utilisateurs. Au milieu des années 1950, des ingénieurs américains mettent au point, à partir de l'effet de charge dirigée, la mine Claymore, un corps en plastique incurvé portant une inscription sur la face tournée vers l'ennemi, avec environ 700 billes d'acier placées devant une couche d'explosifs. Cette mine n'était pas enterrée, mais posée sur ses pieds à la surface du sol, sa face convexe orientée vers l'ennemi. C'est justement cette installation à découvert qui constituait sa faiblesse. Standardisée en 1960 et employée massivement au Vietnam à partir de 1966, la mine projetait ses billes à plus de 1000 mètres par seconde, dans un secteur de 60 degrés sur 100 mètres. Des éclaireurs Viet Cong s'approchaient silencieusement des mines la nuit et les retournaient à 180 degrés, tournant leur face convexe vers le campement américain plutôt que vers la jungle. Au matin, quand une sentinelle du périmètre déclenchait la mine, la volée de billes ne partait pas vers l'ennemi, mais directement sur les positions américaines elles-mêmes. Les unités américaines ont dû instaurer une vérification nocturne obligatoire de chaque mine installée, en rampant jusqu'à elle. Une procédure dangereuse, car les Viet Cong piégeaient souvent les mines elles-mêmes avec des fils pièges destinés à ceux qui tenteraient de les inspecter. L'équivalent soviétique de cette mine, une mine à fragmentation dirigée fondée sur le même principe de charge orientée, est ensuite devenue l'équipement standard des armées de tout un bloc de pays. Et elle a été employée dans de nombreux conflits locaux après le Vietnam. D'un simple tir de shrapnel est née toute une famille de mines dirigées, toujours utilisées aujourd'hui. La mine anti-char en forme d'assiette. Tellermine, Allemagne, 1943 à 1945. Des jeunes hommes en bonne santé se trouvaient à bord d'un char. Une seconde plus tard, il ne restait d'eux que des restes déchiquetés au bord d'un cratère. Au début de l'année 1943, l'armée allemande dispose d'une mine anti-char standard de forme ronde, surnommée « mine en assiette » pour son profil plat. Elle était enterrée de façon à ne laisser dépasser du sol qu'une plaque de pression massive qui ne se déclenchait que sous le poids d'un véhicule lourd, environ 180 kg au centre. Quand la chenille du char roulait sur la plaque, le détonateur se déclenchait et une charge d'environ 5,5 kg arrachait la chenille ou perçait le plancher du véhicule. Le 8 juin 1944, lors de l'attaque de la batterie de Mézy en Normandie,
Un char Sherman saute sur une telle mine et se retrouve projeté sur le flanc par l'explosion. Tout l'équipage meurt sur le coup. Le sergent Bob Slaughter, témoin de l'explosion, racontera qu'une seconde plus tôt, il avait devant lui de simples jeunes soldats et l'instant d'après, seulement des fragments de corps. Une version plus tardive a reçu un dispositif anti-manipulation intégré. En vissant la plaque de pression, un déclic caractéristique armait la mine, et toute tentative de dévisser la plaque pour retirer le détonateur la faisait exploser automatiquement. Il était impossible de distinguer visuellement un détonateur d'un détonateur piégé, si bien que les démineurs alliés étaient contraints de faire exploser les mines découvertes sur place plutôt que de les désamorcer à la main. De mars 1943 jusqu'à la fin de la guerre, l'Allemagne a produit plus de 3 600 000 mines de ce type, responsables de plus de 20% de toutes les pertes de blindés alliés en Europe. La mine Papillon, PFM. En Afghanistan, dans les années 1980. Une aile en plastique de la taille d'une paume reposait sur un sentier au milieu des pierres, d'apparence aussi inoffensive qu'un débris de jouet. Un seul pas dessus signifiait l'amputation du pied. Au début des années 1980, des ingénieurs soviétiques mettent au point une mine antipersonnelle pesant à peine 80 grammes, presque une copie exacte d'un modèle américain apparu un peu plus tôt. L'engin était largué exclusivement par voie aérienne, en conteneur de 64 unités, ensemençant des champs de mines entiers le long des cols de montagne. C'est en Afghanistan que la mine a connu son emploi le plus massif. Rien qu'en septembre 1980, pour bloquer les passages à la frontière afghano-pakistanaise, 34 champs de mines et plus de 34 000 mines sont posés. En octobre, 55 champs supplémentaires et près de 200 000 mines. Un an plus tard, en septembre 1981, des hélicoptères minent encore plusieurs dizaines de champs dans les provinces de Baghlan et de Parwan. La charge à l'intérieur était calculée pour blesser la jambe, pas pour tuer. Un soldat blessé doit être évacué et soigné, ce qui mobilise plus de forces ennemies que la mort d'un seul combattant. Mais par sa forme, l'aile en plastique ressemblait à un jouet, et elle suscitait chez les enfants de la curiosité plutôt que de la peur, avec des conséquences bien plus graves que pour un adulte. La rumeur selon laquelle la mine aurait été conçue exprès pour ressembler à un jouet s'est révélée fausse. Sa forme n'était déterminée que par l'aérodynamique de sa chute, mais le résultat restait le même. Dans leur version d'origine, les mines de ce type n'avaient pas de dispositif d'autodestruction et restaient dangereuses pendant des décennies après la fin des combats. Plus de 40 ans après sa conception, le même modèle continue d'être utilisé dans les conflits armés de l'espace post-soviétique, restant l'une des mines les plus reconnaissables et en même temps les plus controversées de l'histoire de l'armement antipersonnel. La mine PMN, la Veuve Noire, la mine la plus répandue de l'histoire. Pas de bond dans les airs, pas de gerbes de billes projetées, pas de mécanisme sophistiqué anti-manipulation. Simplement un disque plat en plastique rempli de TNT. Et c'est justement cette conception banale qui a probablement mutilé et tué plus de personnes que toute autre mine de l'histoire. En 1949, des ingénieurs soviétiques conçoivent une mine antipersonnelle d'une conception extrêmement simple. Un corps en plastique de 11 cm de diamètre, une charge de 200 g de TNT, un détonateur à pression réglée entre 8 et 25 kg. Elle ne contenait aucun élément de fragmentation. Les dégâts venaient uniquement de la force du souffle. C'est justement sa simplicité et son faible coût qui ont fait de cette mine la plus répandue de l'histoire. Elle a été produite sous licence et sans licence en Chine, en Hongrie, en Bulgarie, en Argentine, en Irak, en Iran, au Pakistan, en Inde et à Cuba. Des millions de ces mines ont été posées le long du canal de Suez, de 1968 à 1972. Au Vietnam, les Américains la surnommaient la Veuve Noire. Une personne qui marchait dessus ne survivait presque jamais sans aide immédiate. En janvier 2000, le chef de guerre tchétchène Shamil Bassayev perd une jambe sur une mine de ce type en tentant de sortir de Grozny encerclé. La probabilité de sauter sur une mine précise au sein d'un champ de mine est d'environ 7%, mais l'effet psychologique se passe de statistiques. Les soldats préfèrent rester couchés sous le feu plutôt que d'avancer dans un champ de mines. De toutes les mines présentées dans cette vidéo, celle-ci est la plus banale et la moins spectaculaire. Aucune mise en scène dans sa conception.
Mais c'est justement elle qui, grâce à son faible coût et à des décennies de production incontrôlée à travers le monde, a probablement tué et mutilé plus de personnes que toutes les autres mines de cette liste réunie. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à la chaîne et propose tes idées pour les prochains épisodes sur la chaîne Telegram Absurdnaya Technica.